Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Aurélie. 3e épisode aujourd'hui de notre saga de l'été sur le sommeil en vacances, le sommeil quand il fait chaud. Je rappelle pour les parents qui nous rejoignent aujourd'hui que nous avons diffusé 2 épisodes sur les 2 derniers jours, sur l'hydratation de bébé hier et puis sur, la température dans la chambre de bébé ou en tout cas dans l'environnement de sommeil de bébé avant-hier. Donc n'hésitez pas à vous y référer si, ces sujets, vous font poser des questions, vous y trouverez les réponses de Caroline. Alors aujourd'hui Caroline, on va parler du sommeil en vacances, du sommeil quand on n'est pas chez soi. Comment est-ce qu'on fait pour que bébé puisse bien se reposer et par ricochet que les parents puissent bien se reposer, que toute la famille puisse bien profiter des vacances lorsque on part quelque part? Mmh. Alors on peut peut-être commencer par, donner la petite liste, des indispensables, je dirais à emmener, lorsqu'on part, en vacances pour le sommeil de bébé. Moi, je vais conseiller un petit lit de voyage, idéalement que l'enfant connaîtra déjà, qu'il aura expérimenté dans sa propre chambre pour une sieste, pour quelques siestes, pour une ou 2 nuits. C'est l'idéal. Après, parfois, on a un lit de voyage, sur le lieu de location éventuellement, donc ça fonctionne aussi, mais ça peut être bien déjà que bébé ait testé un petit peu un lit différent dans sa propre chambre. Évidemment, on emmène le doudou. On emmène les draps aussi habituels de bébé et idéalement pas lavés. C'est-à-dire que vraiment, celui qui se trouvait dans le lit, au moment où bébé, dormait et pour qu'il puisse conserver vraiment l'odeur de la maison, son odeur et ça l'aidera vraiment, à pouvoir appréhender son nouvel environnement de sommeil. Évidemment, on n'oublie pas la gigoteuse, la turbulette, habituelle de l'enfant, le surpyjama, enfin voilà, tout ce avec quoi l'enfant dort habituellement, sur lui en termes d'habillage. Ce qui peut être très bien, c'est également d'emmener un thermomètre, ou bien d'avoir un babyphone qui fait thermomètre et qui puisse vous indiquer la température qu'il fait dans la chambre. Puisque lorsque on est en vacances, eh bien, parfois il fait plus chaud que d'habitude sur le lieu de vacances. Ça va être important de pouvoir adapter l'habillage en fonction de la température, comme on l'a vu dans le premier épisode. Évidemment, si vous voyagez en voiture, eh bien, il est essentiel d'avoir un siège auto adapté. Et si vous avez des questions sur tout ce qui concerne la sécurité routière, moi, je vous encourage beaucoup à aller voir le blog de Sécurange, qui est aujourd'hui le média d'information gratuit qui plus est sur ce sujet. Avec nous, Sécurange propose des ateliers pour les parents. Et puis, on va bientôt proposer aussi des petites vidéos, mais rien que sur le site de Sécurange, il y a toute une association, des personnes qui vont répondre à vos questions et vous permettre de choisir un siège auto adapté pour votre enfant. Sur le village Fait Dodo, nous allons référencer également des marques de sièges auto par groupe d'âge aussi, qui vont être vraiment mis en avant par Sécurange. Moi, je pense notamment à la coque de chez Kindercraft qui s'allonge et qui respecte la colonne vertébrale de bébé, notamment, qui est vraiment
nouvelle coque assez extraordinaire. On va également avoir les sièges dos à la route jusqu'à 7 ans, notamment de Axkid ou BeSafe. On va avoir plusieurs références de sièges qui sont vraiment dans le top des sièges d'après tous les tests faits par Sécurange. Du coup, donc un siège auto si vous voyagez en voiture, et puis évidemment, on emmène de quoi faire le noir complet dans le nouveau lieu de vacances. Donc ça peut être un rideau occultant portable. Il y a les rideaux occultants Tommy Tipeee qui sont vraiment très prisés par la communauté. Je n'ai aucun lien avec ces marques-là, hein. Je ne gagne rien à en parler, je ne suis pas payée pour en parler. Nous, on sélectionne certaines marques parce qu'on teste les produits et parce que la communauté aussi les plébiscite. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir donner ces références aux parents. Donc ça peut être donc soit un rideau occultant portable, mais également tout simplement on emmène des sacs poubelles noirs, du gros scotch, et là c'est vraiment le système D qui aide beaucoup de familles. Alors attention, parce que parfois en été, si le soleil tape sur les carreaux, avec le sac poubelle, ça donne des odeurs pas terribles, mais ça a sauvé beaucoup de parents, et puis ça prend pas beaucoup de place, et surtout un sac poubelle, on en trouve partout, du gros scotch aussi, et c'est pratique. Et il y a aussi beaucoup de parents qui utilisent des grands plaids noirs pour faire le noir complet, certains même du carton, quoi qu'il en soit. Voilà, bien penser à tout ça. Moi, je dirais aussi de bien penser à un babyphone. Ça peut être un babyphone ou un visiophone, parce que lorsque on a la possibilité vraiment de pouvoir savoir que son enfant va bien, qu'il dort et qu'on peut s'éloigner un tout petit peu de l'espace de vacances, ça permet beaucoup plus de flexibilité à la famille pour faire le restaurant de l'hôtel ou du camping, mais qui a quelques mètres, qui permet d'intervenir s'il y a besoin, d'être serein, même si on met une babysitter ou un babysitter aussi, de pouvoir lire un petit bouquin sur la terrasse pendant que bébé est dans le logement avec le babyphone ou le visiophone. En tout cas, c'est vraiment évidemment un essentiel à avoir pour gérer beaucoup plus facilement le sommeil en vacances parmi les petits outils. Oui. Alors ce que tu disais là juste avant sur les rideaux occultants, je confirme que ça moi j'ai une expérience par rapport à ça, qui confirme tout à fait ce que tu dis et qui effectivement peut sauver les vacances. Parce que parfois on se retrouve avec des fenêtres, sans volets ou des volets qui ne ferment Oui, pas, et ça peut vraiment perturber pour les plus petits, mais même pour les un peu plus grands. Alors, oui. tu parlais des sièges auto, Caroline. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques minutes justement sur le trajet? Au-delà des sièges auto, est-ce que tu aurais des conseils pour que le trajet se déroule le mieux possible? Parce que parfois les trajets peuvent être longs comme tu l'as signalé. Donc avant d'arriver sur le lieu de vacances, est-ce que déjà on peut faire quelque chose pour que tout se passe bien? Oui, moi j'indique pour le confort en fait de toute la famille, hein, que c'est toujours préférable d'effectuer un trajet sur un temps de sommeil habituel. Parce que donc sur un temps de sommeil habituel, ça peut être sur une sieste ou sur la nuit. Et les bébés, les enfants ne sont pas conçus, adaptés, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, pour passer des heures et des heures attachés dans un siège auto en voiture. Parfois, c'est un peu plus simple avec les plus grands et encore, mais un tout petit bébé, lui, il a l'urgence presque, hein, durant ces temps d'éveil qui restent courts, eh bien, de s'alimenter d'une part, et le reste, eh bien, c'est fait pour la motricité, hein, c'est vrai, mais c'est fait pour apprendre, et ça, tout s'apprend dans le corps, dans le fait de bouger et dans la motricité chez les tout petits, et notamment au moins avant 2-3 ans. Et du coup, pour tout trajet qui dure plus de 20-30 minutes, eh bien moi, j'encourage vraiment les parents à les situer sur des temps de sommeil. Et si on a un très très long trajet, peut-être 7 heures ou 4 heures, eh bien, et qu'on a un tout petit bébé, je peux choisir de pouvoir le faire en journée
Et comme il y a beaucoup de siestes, eh bien, je fais mon trajet sur la longue sieste. Peut-être que bébé dormira un petit peu moins, hein, on est d'accord. Et puis, sur les temps d'éveil, eh bien, je m'arrête dès que bébé est réveillé sur une aire, sur une station. On en profite pour le nourrir, pour le changer, pour être en pleine motricité. Et quand c'est l'heure, comme les temps d'éveil sont courts, 1h30, 2 heures, quand c'est l'heure de se rendormir, je pars un petit quart d'heure avant et mon bébé redort pour le trajet suivant et ainsi de suite. Ça fait des trajets vraiment à rallonge, mais ça fait des trajets qui sont vraiment adaptés à bébé, à ses besoins et aussi du coup aux parents et qui peuvent se passer très bien. Et puis, ça peut être aussi tout simplement, eh bien, je pars au milieu de la nuit, on fait débuter la nuit à bébé dans sa chambre et puis, je le préviens avant, hein, que pendant la nuit, je viendrai le chercher, je le mets dans son siège auto et je termine la nuit et puis on arrive au matin sur le lieu de vacances. Ça peut être génial et d'autant plus, aussi ça avec les plus grands. Autant, parce que les plus grands font moins de siestes, voire pas de sieste en journée. Les trajets en voiture de nuit pour les longs trajets, c'est vraiment l'idéal. Et si on s'en souvient, nos parents faisaient ça, hein, c'était quelque chose d'assez évident. Vraiment, ne pas hésiter à fonctionner de cette manière-là. Évidemment, on choisit, et d'où l'importance de choisir un siège auto confortable et adapté et sécuritaire pour son bébé lorsqu'on a des grands trajets comme ça. Pour les trajets en train, c'est la même chose. On essaye de les situer un petit peu plus sur les temps de sieste. On emmène plutôt une poussette et on permet à l'enfant de pouvoir dormir dans la poussette. La poussette, on prévoit un grand lange occultant aussi. Et puis, on peut se mettre dans l'entre-deux wagons et puis bercer un petit peu la poussette. Pour les trajets en avion, c'est un petit peu plus complexe. Et également, ça va être important de pouvoir plutôt prévoir d'arriver pour l'enfant sur le soir. Donc, c'est quand on a fait le trajet en journée, hein, ça, c'est le cas, parce qu'il va être beaucoup plus simple pour l'enfant de découvrir et de faire un premier temps de sommeil dans un nouvel environnement de sommeil s'il démarre par la nuit. Il y a une plus grande pression de sommeil et l'enfant va être plus facilement adapté à ce nouvel environnement. Et derrière, les siestes le lendemain se feront plus facilement parce que bébé aura déjà expérimenté un premier coucher sur le soir et une nuit dans ce nouvel environnement de sommeil. Parfois, démarrer par une sieste dans un nouvel environnement de sommeil, ça peut être beaucoup plus compliqué, moins de pression de sommeil, donc plus de difficultés à s'endormir dans ce nouvel environnement. Et si on arrive sur le nouveau lieu de vacances le matin parce qu'on a voyagé toute la nuit, eh bien, dans ces cas-là, évidemment, on peut démarrer par la sieste dans le nouvel environnement. Et puis, si c'est un petit peu difficile, on part en poussette, on part en portage si l'enfant est petit. Et puis, on se dit que ce sera beaucoup plus simple déjà lorsqu'il y aura une première nuit de passer si on maintient le cadre de manière habituelle. Alors du coup, Caroline, tu me fais le pont parfait par rapport à ma prochaine question qui concerne effectivement le lieu où on arrive en vacances. Alors, bien sûr que je voulais te demander comment on allait faire pour gérer le rythme de bébé. Est-ce qu'on fait le même rythme qu'à la maison? Est-ce qu'on fait, le rythme de vacances qui peut-être sera le nouveau des parents? Mais avant ça, par rapport à l'organisation, quand on va venir amener, par exemple, le parapluie de bébé, où est-ce qu'on le met? Est-ce que, une chambre pour chacun dans le logement? Ou est-ce que s'il y a peu de place, tout le monde en cododo d'une certaine façon? Est-ce que ça, c'est un élément à prendre en compte? Alors évidemment, oui, les stratégies de sommeil habituelles de notre enfant sont à prendre en compte. Même si pour certains enfants, il va y avoir une adaptation complètement possible sans enjeu derrière et puis, pour d'autres, ça va être plus compliqué. Si l'enfant n'est pas en cododo, alors cododo, ça veut dire le partage de la chambre, du lieu de sommeil, c'est pas nécessairement le partage du lit. Et si habituellement votre enfant ne dort pas dans la même chambre que vous, ne fait pas du co-rooming, eh bien,
dans ces cas-là, l'idéal, ça va être que dans le lieu de vacances, il y ait une chambre pour l'enfant aussi. Et souvent, ça va être aussi beaucoup plus serein pour les parents qui vont pouvoir aller se coucher tranquillement, pas avoir peur de réveiller l'enfant, pas se retrouver avec des difficultés dans la nuit aussi. Et donc vraiment d'avoir un espace de sommeil pour l'enfant comme il en a un habituellement à la maison. Pour les enfants avec lesquels il y a un cododo qui est habituellement en place, là, même chose que d'habitude, on respecte les habitudes de sommeil de son enfant. Et donc là, on est plutôt dans le partage de chambre. Donc, c'est vrai que moi, je vais encourager que pendant les vacances, on ne change pas les habitudes finalement de la maison, que ce soit rythme horaire, on va en reparler, mais pas non plus ce qui est en place du coup du côté des stratégies de sommeil. Et si donc on partage pas la chambre, on a une chambre pour l'enfant. Mais c'est pas toujours possible dans un lieu de vacances, on est d'accord. Et puis financièrement parlant, c'est pas forcément la même chose. L'idéal, ça peut être de regarder parfois du côté de la salle de bain, notamment dans les hôtels. Si la salle de bain est grande, eh bien clairement, ça vous fait une pièce et un espace à laisser pour l'enfant. Si vous êtes dans un lieu de vacances où il y avait une belle chambre parentale, eh bien parfois laisser la chambre parentale à l'enfant et pour les parents dormir sur le canapé du salon, même si c'est moins confortable, ça peut donner une toute autre couleur aux vacances et leur permettre d'être vraiment sereines au niveau du sommeil. Et puis, dans certains cas, eh bien vraiment, les parents et enfants sont obligés de partager la même pièce de sommeil. Là, dans ces cas-là, s'il est possible de créer un petit espace pour l'enfant, d'éviter que depuis son lit, il voit le lit des parents, c'est le mieux, ça aidera beaucoup. Et si ça n'est pas possible, eh bien, voilà, il faudra gérer les choses, bien parler à l'enfant et lui dire que c'est exceptionnel. Et puis, avoir conscience que parfois, eh bien, ça pourra mettre en place des nouvelles stratégies de sommeil finalement pour l'enfant et que ça pourra impacter le retour à la maison et provoquer certaines demandes ou certaines difficultés de sommeil au retour à la maison. Et là, à ce moment-là, c'est important de ne pas paniquer, de simplement avoir conscience de ce qui s'est passé pour son enfant, de ne pas culpabiliser non plus. Il s'est passé ça. Maintenant, au retour à la maison, je ne souhaite pas que ça perdure. On est de retour dans le cadre de sommeil habituel. Je repose le cadre, j'accompagne la frustration éventuelle qui accompagne ce nouveau cadre reposé, enfin le cadre habituel reposé. Et puis, en 2-3 jours, tout ça s'est rétabli. Pour certains parents, c'est beaucoup le retour à la maison et finalement et le fait de ne pas comprendre pourquoi ça s'est si bien passé pendant les vacances et de ne pas avoir les notions de stratégie de sommeil et de ce qui peut se mettre en œuvre, qui va faire qu'au retour à la maison, tout le monde panique et puis finalement, ça creuse le lit de difficultés qui vont durer plusieurs mois, là où l'enfant avait simplement besoin d'une petite phase de frustration, de compréhension du cadre et de reprendre ces stratégies de sommeil habituelles à la maison. Alors là, tout ce que tu viens de nous partager, est-ce qu'on peut vraiment dupliquer s'il y a une situation où, en cas de fratrie, si justement le plus petit se met à dormir avec le plus grand, ou ça peut même peut-être impacter le plus grand, et du coup, on se retrouve à avoir une chambre pour les 2 enfants alors qu'à la maison, ils ont chacun leur chambre. Est-ce que dans les stratégies de sommeil et dans tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment exactement la même chose? Est-ce que ça pourrait aussi peut-être générer la même frustration au retour à la maison ou est-ce que c'est plus facile dans ce sens? Alors, ça, de la même manière, ça dépend de chaque enfant. Je dirais que les stratégies de sommeil vont beaucoup être influencées par les adultes. Donc, que ce soit grand-mère, parents, là, ça va avoir un impact beaucoup plus fort que si c'est un frère ou une sœur. Mais ça dépend de chaque enfant. On a des cas exceptionnels où, en effet, le partage de chambre qu'il y a eu avec cousin, cousine, grand frère, grande sœur, etc., va impacter le plus petit ou le plus grand, et parfois pas du tout. Mais ça va être beaucoup moins présent, je dirais, et fort que lorsque c'est un partage de chambre avec un adulte, grand-mère, voilà, parents, etc. Mais ça peut complètement arriver. Et de la même manière aussi, c'est important de pouvoir prévenir aussi les parents, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de parents qui vont partir en vacances, le sommeil s'est passé très bien à la maison,
Durant les vacances, incroyable, l'enfant dort comme un loir, c'est un paradis, les vacances se passent très très bien. Il n'y avait pas de partage de chambre en place, hein, tout a été respecté, l'enfant était dans sa chambre, l'enfant a très bien dormi, voire même mieux que d'habitude, c'était extraordinaire. Et là, par contre, au retour à la maison, ça se passe mal. L'enfant a du mal à s'endormir, il fait des courtes siestes, il fait des réveils nocturnes, il y a vraiment des difficultés. C'est quelque chose de très courant, alors qu'il n'y a pas eu de changement en soi dans les stratégies de sommeil, mais il faut être conscient pour les parents qu'il y a eu un changement, il y a eu quelque chose de fort en fait. Il y a eu les vacances, souvent en plus pendant les vacances on est un peu plus détendu, on revient à la maison au rythme habituel, parfois les parents ça provoque aussi un petit peu de stress, mais même lorsqu'il n'y en a pas, c'est simplement déjà un changement aussi. Et pour les enfants, revenir finalement dans le cadre habituel, c'est aussi se permettre de décharger un petit peu du stress dû à ces vacances. Alors qu'on a cru que ces vacances se sont très bien passées, que l'enfant a très très bien dormi. C'est un petit peu comme les enfants qui vont chez la nounou ou à l'école. La nounou et à l'école, tout le monde va dire tout s'est très très bien passé, l'enfant a été sage comme une image, environnement différent, l'enfant adopte vraiment un comportement où il pleure encore moins, etc. Mais ça marche aussi pour les petits bébés. Et retour à la maison, dans le contexte sécuritaire, je dirais, eh bien là, l'enfant décharge. Et ça provoque parfois des crises de colère le soir au retour de chez la nounou, etc. On ne comprend pas, on n'a pas le même enfant que celui qui était chez la nounou. Eh bien, ça marche aussi, cette histoire, avec les vacances. C'est-à-dire que l'enfant en vacances, eh bien, est moins en sécurité que dans son lieu de sa maison habituelle. Donc, il va se mettre un petit peu en off, il va tout contenir, ça va faire que les vacances se passent super bien, et au retour à la maison, là, il y a des charges. Et ça se joue au niveau du sommeil, ça fait un enfant plus grognon, ça fait que voilà, l'enfant, le parent souvent est très choqué de ça parce que il n'y a aucune raison valable à tout ça. Et bien si l'enfant retrouve son cadre de sommeil sécuritaire et habituel, et là, il peut se permettre de décharger un petit peu de toutes les tensions et du stress qui s'est passé parce que il y a eu un changement d'environnement pendant les vacances, et tout changement chez les bébés, les enfants, eh bien ça peut, et les adultes de toute façon, ça peut provoquer un besoin de décharge derrière. Il n'y a aucun problème, on continue à partir en vacances, mais il faut juste être conscient que il faut quelques jours pour décharger à l'enfant derrière au retour à la maison, et il est important à ce moment-là de garder le cadre, et puis en 3-4 jours, tout ça c'est apaisé, et l'enfant reviendra à une situation calme au niveau de son sommeil et dans son quotidien. Alors, tu vas peut-être dire que j'extrapole un petit peu, mais comme tu nous as souvent dit sur le podcast et dans tes différentes interventions, que l'enfant et surtout le tout petit était quand même très sensible aussi à ce qui se passe pour l'adulte, et c'est sûr que l'adulte, quand il rentre de vacances, il est pas non plus dans le même état d'esprit que quand il part ou que quand il est en vacances, Et et oui, peut-être que cette nervosité qui peut être, ou cette nostalgie ou ces émotions de: «Je vais bientôt reprendre le travail», qui émane de l'adulte peut venir peut-être aussi en parallèle impacter l'enfant, et tout ça, ça fait un espèce de cocktail détonnant, ouais. oui, 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 complètement. Ouais, ouais. C'est ce que je disais au début, bien sûr, c'est le parent qui revient de vacances, c'est parfois un parent un peu stressé par ce retour de vacances, et ça peut avoir un impact aussi, sur le stress de l'enfant, bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler, pour, terminer cet échange-là sur, le lieu de vacances, justement des habitudes de sommeil? Est-ce qu'on doit forcément garder les mêmes habitudes qu'à la maison? Mêmes horaires, mêmes rituels de coucher, enfin tout ce qui se passe à la maison. Est-ce qu'on duplique pendant ce séjour en vacances, ou est-ce qu'on peut se permettre un petit peu plus de souplesse? Alors, l'idéal, c'est de garder, oui, idéalement les mêmes rythmes, les mêmes horaires, les mêmes rituels, et cetera. Ça, c'est dans le monde, rêvé du bébé. Et puis, il y a la réalité, et puis le monde rêvé parfois du parent. Et puis il y a la réalité qui fait qu'on est, hors cadre habituel, et ce que j'indique toujours aux parents, c'est de trouver le juste équilibre. C'est-à-dire que pour l'enfant, oui, qu'on soit en vacances, à la maison, où que ce soit, ses besoins, eux, ne varient pas.
Et bien sûr, les rythmes de sieste sont toujours les mêmes, les horaires sont toujours les mêmes, ses hormones sont toujours les mêmes, son besoin de sécurité, de cadre est toujours le même, si ce n'est encore plus, donc rituel de coucher, de lever, etc. Oui, mais par contre, le parent, lui, qui part en vacances, pour la plupart, eh bien, il n'a pas envie souvent de tout ça. Il a besoin d'autre chose, le parent. Le parent peut avoir besoin d'aller visiter telle ou telle chose alors que c'est l'heure de la sieste. Le parent peut avoir envie d'un petit peu de souplesse vis-à-vis de ce rythme strict habituel. Et moi, j'indique vraiment de venir trouver l'équilibre qui est bien pour chacun. Parce qu'un parent qui se contraint trop durant ses vacances, c'est un parent qui peut aller vite à la dépression et qui ne respecte pas non plus son propre besoin. Et de la même manière, par contre, si c'est un parent qui, en vacances, va dire « Ouh, c'est pump it up, peu importe, plus rien n'existe, les besoins de mon enfant, il s'adaptera », là, c'est un enfant sur lequel ça va beaucoup trop tirer et ça va pouvoir vraiment gâcher les vacances du parent parce qu'on va avoir un bébé très grognon pour qui ça va être extrêmement difficile. Un bébé, un enfant très grognon avec des enfants qui sont couchés très tard aussi. Donc, l'idée, c'est, je trouve un juste milieu. Je vais penser que mon enfant, lui, aurait besoin que tout reste comme d'habitude et que moi, j'ai besoin que ça varie un petit peu. Que ça varie peut-être même beaucoup pour certains. Donc, peut-être que j'emmène les grands-parents avec moi en vacances et ça, c'est l'idéal, ou une nounou, ou babysitter, etc. Et donc, je permets à bébé de continuer à faire sa petite vie sur le lieu de vacances sans changement. Et moi, par contre, j'ai beaucoup plus de flexibilité avec ce relais. Ça fait partie des solutions possibles. Et puis, quand on n'a pas cette solution, eh bien, je vais me dire que il y a une sieste dans cette journée qu'on va faire éventuellement en portage ou en poussette. Et j'ai conscience que cette sieste, elle sera peut-être un petit peu moins longue. Et j'ai conscience que j'aurai peut-être un bébé un petit peu fatigué. Mais moi, j'ai aussi besoin de respecter mon équilibre. Et si mon équilibre, c'est OK que mon bébé soit un peu plus fatigué, un peu plus grognon, mais que j'ai respecté mon besoin à moi durant ces vacances-là, c'est à prendre en compte aussi, c'est absolument essentiel. L'équilibre du parent est essentiel à prendre en compte. Et à jauger la balance entre les deux. Et donc, je vais faire une journée où il y aura peut-être une sieste en portage, peut-être un petit peu moins longue que d'habitude. Et puis, je coucherai mon bébé peut-être un petit peu plus tôt ce soir-là, une demi-heure plus tôt, une heure plus tôt, suivant son degré de fatigue, pour lui permettre de rallonger un petit peu sa nuit et de récupérer. Et puis, le lendemain, par exemple, on va rester bien tranquille à la maison. Et puis, le surlendemain, ce sera une journée un petit peu plus pour papa-maman. Et je varie un petit peu de cette manière-là et je trouve un peu l'équilibre en fonction de mon enfant, de ce que je vois qu'il arrive à supporter, je dirais, dans les changements de ses rythmes, de ce que moi j'ai besoin et de ce que j'arrive à supporter vis-à-vis de l'effet sur le changement des rythmes de mon enfant, parce que pour certains parents, l'équilibre, ça peut être le respect absolu des besoins de l'enfant parce que ça permet de ne pas avoir un enfant difficile et que ça, c'est peut-être les vraies vacances et le vrai repos pour certaines familles. Et puis, pour d'autres familles, il est complètement supportable que l'enfant soit entre guillemets insupportable parce que très fatigué, donc très grognon avec des pleurs, mais du moment que pour le parent, il y a pu avoir toutes les sorties dont eux avaient besoin. Tout ça, c'est important de ne jamais être dans l'idée d'un jugement, d'un impératif. Il faut que. Il n'y a pas de il faut que. Il y a uniquement les vacances que vous avez besoin de vivre avec l'équilibre du fait que, oui, vous êtes parent. Maintenant, il y a un enfant à prendre en compte avec des besoins, mais vos besoins à vous aussi sont importants à respecter. Et je trouve mon équilibre unique pour ma propre famille, pour ces vacances-là, avec cet enfant-là, de cet âge-là. Ça pourra varier aux vacances suivantes, etc. Et je pense qu'on peut revenir aussi, peut-être pour conclure, sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'organisation du lieu et savoir si on dort avec bébé ou pas, ou les frères et sœurs ensemble, etc. C'est justement cette phase de réadaptation à la maison. C'est peut-être ça aussi qui va être clé, justement, parce que peut-être qu'on peut, entre guillemets, supporter certaines choses pendant une semaine ou pendant 10 jours. Peut-être que voilà, il peut y avoir cet aléa, ce rythme qui change complètement. Mais si, quand on rentre à la maison, on cadre bien cette phase de réadaptation
et qu'on retrouve notre rythme d'avant, peut-être que tout ça, ce sera, complètement OK et supportable. Mais par contre, si on reste sur un rythme de vacances ou si, finalement, on n'arrive pas à retrouver le cadre d'avant, ça peut peut-être prolonger des difficultés, mais pas dans un cadre de vacances, ce qui peut rendre les choses très compliquées. Je ne sais pas si ma question est très claire, mais qu'est-ce que tu conseillerais pour que justement ce retour à la maison permette de dire: «Bah, OK, les vacances, c'était super et puis j'ai fait les bons choix»? Hem, Ça, tout va dépendre toujours en plus de chaque famille, parce que parfois la phase de réadaptation, elle est très simple avec certains enfants, et en plus avec certains enfants à un moment donné. C'est-à-dire qu'elle va être très simple suite à ces vacances-là et peut-être pas suite aux vacances prochaines. C'est L'idée, c'est si je vois, qu'au retour à la maison, il y a vraiment des choses difficiles qui perdurent au bout d'une semaine, je n'hésite pas à prendre éventuellement une consultation ponctuelle, heu, ou dès le retour à la maison, si je ne souhaite pas que le rythme un petit peu changeant des vacances, perdure, eh bien, il est essentiel évidemment de vraiment nommer à l'enfant le cadre que je souhaite retrouver à la maison, et d'y associer évidemment les actes en fait, hein, et de vraiment le reposer de manière très claire auprès de l'enfant. Et là, l'enfant le comprendra très rapidement et lui, il se réadaptera. Et je fais très attention à la quantité de sommeil parce que, vous le savez, hein, un enfant fatigué, c'est un enfant qui va beaucoup moins bien être en mesure de respecter le cadre, d'une part, de comprendre aussi ce cadre et cette réadaptation et ce changement, de s'adapter au changement, et aussi de s'endormir facilement et de rester endormi. Merci beaucoup, Caroline. Demain, nous allons parler, d'un sujet un petit peu peut-être dans le prolongement d'aujourd'hui. C'est comment aider bébé à dormir en avion. Donc là, si on part, un peu loin, effectivement l'avion, ça peut être le moyen de transport le plus rapide et le plus simple. Mais d'un point de vue sommeil, et on peut le savoir, en tant qu'adulte, c'est loin d'être évident. Donc qu'est-ce qui va se passer pour bébé et comment on va pouvoir, organiser tout ça? Tu nous en parles demain. Bonne journée à toi. Merci, bonne journée à tout le monde et belles vacances. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.